bonsoir. Je vais essayer alors effectivement de vous amener un petit peu la problématique telle qu'elle se pose dans les pays du Sud, qui a pas mal de différences, mais aussi de similitudes, je trouve, effectivement, avec la question telle qu'elle se pose ici au Nord. Bon, pour commencer, les pays du Sud, effectivement, ils sont soumis depuis très très longtemps à une extraction de leurs ressources biologiques. Il faut savoir qu'effectivement sur la planète, la biodiversité, donc la diversité biologique des organismes vivants, elle n'a pas été répartie également pour tout le monde. Elle s'est concentrée principalement dans les pays du Sud, autour de la ceinture tropicale de la planète. Et puis donc les pays du Nord, ils étaient assez pauvres en ressources biologiques, donc en diversité de variétés agricoles, de variétés d'élevage, etc. Il y a eu dès le début une nécessité d'aller dans les pays du Sud pour collecter des semences, pour collecter des variétés, des plantes, les amener ici et puis les introduire dans nos pays et dans nos colonies. C'est une des raisons assez méconnues aussi de la colonisation, mais effectivement la colonisation c'était pas uniquement extraire les minéraux et les richesses du sous-sol, mais c'était aussi beaucoup ramener des plantes et les introduire chez nous et dans nos colonies. Donc les pays du Sud, depuis tout temps, ils ont été soumis à cette extraction, mais ce qu'il y a eu de nouveau récemment, premièrement, c'est que l'intérêt pour ces ressources, il a explosé suite à un peu ce que certains ont appelé la révolution biotechnologique. Donc des nouvelles technologies qui ont permis de nouvelles manipulations, qui ont ouvert des possibilités énormes au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire en manipulant des organismes vivants, des micro-organismes, des bactéries, des gènes, des substances chimiques. Donc il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant et que maintenant on peut faire. Et puis toutes ces nouvelles possibilités, elles intéressent énormément l'industrie. Donc ça, c'est une explosion de l'intérêt, mais en plus de ça, ce qu'il y a de nouveau, c'est les brevets. Donc avant, effectivement, les jardins botaniques des pays du Nord, ils allaient dans le Sud, ils collectaient des plantes, ils les introduisaient ici, puis ces plantes se répandaient, étaient de nouveau croisées, etc. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce qui est collecté dans les pays du Sud est ensuite breveté ici, et puis souvent réexporté dans les pays du Sud, mais breveté. Donc ça a donné lieu à une situation que certains ont appelé la guerre des semences, justement, dans les années 80, etc. C'est-à-dire que les pays du Sud, ils voyaient les pays du Nord extraire leurs ressources, mais en même temps leur demander de respecter les droits de propriété intellectuelle sur les produits qu'eux-mêmes exportaient. Ça a été valable, cette guerre un peu de la propriété intellectuelle a été valable pour pas mal de choses, pour la musique, pour énormément de produits où on extrait librement tous ces savoirs, toutes ces connaissances des pays du Sud, et puis nous, ensuite, on les transforme ici, on dépose de la propriété intellectuelle, et puis on demande aux pays du Sud de faire respecter cette propriété intellectuelle. Mais par rapport à la biodiversité, c'était un cas classique où, effectivement, la matière première, elle vient des pays du Sud, on la transforme, on est d'abord des médicaments, on est d'abord des nouvelles semences, et on réexporte ces médicaments, ces semences au Sud, avec des brevets qu'on demande de respecter. Donc ça a vraiment créé une situation complètement intenable et très conflictuelle, d'autant plus que souvent, ce qui se passait, c'est qu'on déposait des brevets, non pas seulement sur des technologies élaborées à partir de leurs ressources, mais des fois même sur les ressources elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend une plante, on extrait un gène ou une substance chimique et on dépose le brevet sur le gène ou la substance chimique de la plante. Donc dans des cas comme ça, le problème est très clair, quoi, là où c'est vraiment des pays du Nord qui déposent des brevets sur des ressources des pays du Sud. Et puis ça a donné lieu à un peu une guerre des semences, une guerre de la propriété intellectuelle qui a été, qu'on a tenté de résoudre dans les années 90 avec la Convention sur la diversité biologique, en 92. Et l'approche un petit peu qui a été à ce moment-là choisie, c'est de dire, bon, vous allez continuer à faire respecter nos brevets, mais en échange, on va aussi respecter votre droit à être consulté, et puis on va vous donner une partie de l'argent que nous, on génère grâce à nos brevets. Et ça, c'était un peu le deal qui a été signé en 92 avec la Convention sur la diversité biologique au niveau international, et puis qui était censé mettre un petit peu fin à cette guerre de la propriété intellectuelle.
dans le livre, dans la deuxième partie, on analyse un petit peu parce que la Convention a généré énormément d'espoir dans les pays du Sud, qu'ils étaient assis sur une mine d'or vert, et puis en exploitant leur diversité biologique, ils allaient pouvoir générer énormément d'argent et puis générer du développement. Bon, il y a pas mal de cas dans le livre, dans la deuxième partie, qui montrent que dans la réalité, ça ne s'est vraiment jamais matérialisé. Que quand on analyse en fait les cas de contrat, par exemple, entre des pays du Sud et des entreprises pharmaceutiques ou des entreprises semencières, ou entre des peuples indigènes et des entreprises semencières ou pharmaceutiques, ça n'a jamais vraiment marché, que les attentes étaient beaucoup trop élevées, et puis qu'en réalité, non seulement l'argent n'est jamais arrivé, mais en plus, il y a beaucoup de conflits qui ont été créés, parce qu'ensuite, c'est effectivement qui c'est qui a le droit de vendre les savoirs, à qui c'est que va l'argent, et ça a créé énormément de problèmes dans les pays du Sud. Donc ce n'était pas un grand succès, puis maintenant il y a des approches un petit peu innovatives, il y a toute une pensée critique sur cette convention, et puis on se dit, et puis c'est un petit peu la troisième partie du livre, avec un excellent article de Jack Kloppenburg qui dit que c'était sûrement une erreur, en fait, cette approche de la convention de la biodiversité, et puis que finalement, plutôt que pour les pays du Sud d'essayer d'obtenir les mêmes droits que les pays du Nord ont avec leurs brevets, c'est-à-dire de pouvoir avoir un monopole sur leurs ressources, on ferait mieux d'essayer de réfléchir à un système sans brevet, c'est-à-dire qui permette que les ressources et puis les savoirs circulent sans être monopolisés ni entravés par des brevets et des droits de propriété intellectuelle. Bon, alors ces questions, elles se posent, c'est des enjeux importants pour les peuples indigènes, parce que les peuples indigènes, ils vivent souvent dans les territoires des pays du Sud où se concentre le plus de diversité biologique. Et puis, ils ont développé toute une série de savoirs, de connaissances sur comment utiliser ces ressources, à quel moment, où elles se trouvent. Ils ont identifié leurs propriétés. Et puis souvent même, c'est eux, les peuples indigènes ou paysans, qui ont développé ces ressources. C'est eux qui les ont domestiquées, qui les ont croisées, et puis qui sont en fait les créateurs de toute cette diversité biologique qu'on a maintenant. Le débat, il est assez intéressant en Bolivie, pour trois raisons, parce que déjà, la Bolivie, effectivement, c'est un des pays au monde qui concentre le plus de diversité biologique, qui fait partie des pays méga divers, des 13 ou 15 pays méga divers au monde. Deuxièmement, parce qu'il y a énormément de peuples indigènes en Bolivie. On dit qu'à peu près 2/3 de la population bolivienne s'auto-identifie comme étant peuple indigène. Donc c'est des cultures encore extrêmement vivantes et dynamiques. Et puis troisièmement, parce que depuis récemment, il y a tout un processus de changement en Bolivie qui s'est mis en marche, où les peuples indigènes ont réussi à générer des alliances et puis à mettre au pouvoir un de leurs représentants. Donc depuis 2002, en Bolivie, depuis 2006 en Bolivie, il y a un nouveau président, et puis ils ont une nouvelle constitution, et ils sont en train donc d'essayer de mettre en place un régime par rapport à la biodiversité et au savoir traditionnel qui pourrait refléter les aspirations des peuples indigènes. Alors en Bolivie, la problématique de la propriété intellectuelle, elle est vraiment plutôt vécue sous la forme du vol et du pillage et de la privatisation, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas fameux de brevets, par exemple, sur la quinoa qui ont été déposés, ou sur l'ayahuasca, qui est une plante aussi sacrée. Donc c'est tous des brevets déposés par des universités ou par des chercheurs ou par des entreprises américaines ou françaises. Par exemple, L'Oréal a déposé un brevet sur la quinoa, sauf erreur, sur l'utilisation cosmétique de la quinoa. Alors, ce n'est pas des brevets qui ont eu un impact direct en Bolivie, c'est-à-dire qu'on n'a pas empêché les gens en Bolivie d'utiliser la quinoa pour de la cosmétique, ou on n'a pas empêché les gens en Bolivie d'utiliser de l'ayahuasca à cause de ce brevet. Il n'y a pas eu un impact direct comme ça, en effet, en Bolivie, mais par contre, il y a eu un impact symbolique extrêmement fort, où il y a ce sentiment de vol. Comment est-ce que d'autres peuvent se dire tout d'un coup inventeurs ou propriétaires de variétés que nous-mêmes avons développées pendant des siècles et nous utilisons encore. Et puis il y a aussi cette idée de comment est-il possible de privatiser de la nature, privatiser du vivant, des ressources qui ne devraient être à personne ou qui appartiennent à tout le monde en réalité. Alors à partir d'un peu cette réalité,
il y a deux axes de la politique, un peu de la réflexion en Bolivie, qu'on retrouve un peu dans la nouvelle constitution. Il y a tout d'abord une position très très forte pour l'interdiction des brevets sur le vivant. Donc ça inclut les brevets sur les gènes, sur les semences, sur les animaux, sur les plantes, etc. C'est dans la Constitution, l'interdiction de tous les brevets sur le vivant. Et puis au niveau international, la Bolivie effectivement défend cette position à l'OMC et dans le reste des organisations internationales en essayant de faire interdire les brevets sur le vivant au niveau international. Et puis au niveau national, il y a aussi très clairement un clair rejet de toutes ces formes d'appropriation privée du vivant. Donc d'un côté, on essaye d'empêcher ça. De l'autre, il y a aussi une réflexion pour dire ok, on va essayer d'empêcher que les pays du Nord puissent déposer des brevets sur nos ressources. Et en même temps, on va essayer nous-mêmes de contrôler ces ressources. Il y a dans la constitution bolivienne la reconnaissance de la propriété intellectuelle collective des peuples indigènes sur leur savoir et sur la biodiversité. C'est-à-dire que donc c'est vraiment une approche complémentaire qui peut être dans un certain sens contradictoire, mais aussi complémentaire. C'est-à-dire qu'on s'oppose d'un côté à ce que des personnes privées puissent s'approprier de la biodiversité, mais en même temps on revendique de manière collective la propriété sur toutes les variétés, tous les savoirs et les connaissances et les technologies que les peuples indigènes et les paysans ont développés en Bolivie. Alors ce principe, il est reconnu dans la Constitution, mais alors maintenant le débat c'est après que ce principe soit reconnu, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, il y a une première question, c'est collectif. La propriété intellectuelle collective. Alors, c'est pas défini dans la Constitution de quel collectif on parle. Est-ce qu'on parle de chaque communauté est propriétaire de ses savoirs? Est-ce qu'on pense au niveau du peuple indigène? Parce qu'il y a 36 peuples indigènes en Bolivie qui ont quand même des cultures très différentes et des savoirs très différents. Donc, est-ce que cette propriété collective est par rapport au peuple indigène ou est-ce que c'est une propriété collective de tous les peuples indigènes de Bolivie? Ça, c'est pas très clair et puis c'est en débat et ça reste à définir. Mais après, la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de ces savoirs et de cette biodiversité en Bolivie? Puis là, bon, les débats sont assez riches, mais je pense qu'on pourrait identifier à peu près 3 tendances. Il y a une première tendance qui est un petit peu en réaction à cette appropriation, à ce vol, etc. C'est de dire ces savoirs, maintenant, on ne les partage plus, ils sont secrets, et puis on ne dit plus rien. Et puis ça, j'ai vu assez fortement dans certains endroits où les gens ils ont eu des expériences avec des anthropologues qui venaient dans leur communauté, qui notaient un peu tous les savoirs et tout. Et puis ensuite, les gens ils se sont rendus compte que tout ça, ça a fini sur Internet, publié dans les livres. Et puis finalement, il y a une boîte pharmaceutique qui avait lu le livre ou la recherche de l'anthropologue, qui s'est rendu compte que tel savoir, puis qui a développé un médicament. Et puis au final, ils se sont rendus compte que ça a fini sur des brevets. Donc il y a une réaction un peu de dire attention, maintenant on ne parle plus à personne et puis nos savoirs ils seront uniquement pour nous. Il y a même un des peuples, les Kayawaya, qui ont un langage secret pour se transmettre ces savoirs et tout, pour être sûr que vraiment ceux qui ont accès, ce sera uniquement ceux qui ont passé par l'initiation et l'intégration dans la communauté. Il y a une deuxième un peu tendance, c'est des grosses tendances, on ne peut pas dire qu'il y a 3 groupes qui s'opposent, c'est souvent des tendances qui traversent tout le monde et tous les débats. Mais disons, il y a une deuxième grosse tendance, c'est un peu l'idée de dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas, vu que nous on a les ressources, on a la biodiversité, on a les savoirs, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes essayer de générer des ressources pour du développement à partir de ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'obtenir une partie de toutes ces montagnes d'argent que se font les entreprises des biotechnologies en exploitant nos propres savoirs? Et puis ça, c'est aussi quelque chose d'assez fort. Cette idée un peu du partage des bénéfices est aussi présente en Bolivie. Beaucoup de gens disent, bon, maintenant ça suffit, si une entreprise veut utiliser notre plante pour faire des recherches et développer un médicament, et ben, il va falloir qu'elle nous donne 50% des bénéfices, ou qu'elle nous donne une partie des brevets, ou qu'il nous aide à construire des écoles, ou qu'il nous aide... Enfin, il y a cette idée-là, un petit peu de se mettre un peu au commerce de ces savoirs, d'essayer au moins d'en tirer un petit peu de profit. Et puis il y a même l'idée des fois qui se dit bon, pourquoi est-ce qu'on ne les industrialiserait pas nous-mêmes? Pourquoi est-ce
au lieu d'attendre que des entreprises pharmaceutiques du Nord viennent chez nous développer des médicaments, pourquoi est-ce que les peuples indigènes ou en Bolivie, on ne développerait pas notre propre industrie pharmaceutique, semencière, on a les ressources. Donc il y a aussi cette réflexion-là. Puis il y a un troisième axe qui est de dire un petit peu, et qui est en lien, je pense aussi beaucoup avec toute la récupération en Bolivie maintenant de la philosophie indigène, des savoirs traditionnels, de cette conception du monde, de cette cosmovision, qui est de dire ces savoirs, ils sont faits pour être partagés avec le plus de monde possible, et puis ils sont surtout faits pour être récupérés. C'est-à-dire que, et là, c'est là que je pense que la problématique en Bolivie rejoint pas mal ce qui se passe ici, c'est qu'il y a tout un mouvement de récupération des variétés traditionnelles, des savoirs traditionnels, de rejet de l'agriculture industrielle qui a imposé ces variétés. Et puis, je pense que on n'a pas arrivé au stade d'ici où on a beaucoup de variétés qui ont disparu, mais aussi en Bolivie, ils avaient des milliers de variétés de pommes de terre, puis maintenant, ils en utilisent beaucoup moins. Et puis, il y a toute maintenant une prise de conscience de la valeur de ces savoirs et de ces ressources, non pas pour les vendre et puis essayer d'en tirer un bénéfice, mais plutôt pour générer un nouveau mode de développement du pays basé sur ces ressources-là. Et puis, par rapport au partage, donc là, l'idée, c'est de dire un petit peu, il faut que le plus de monde possible puisse avoir accès à ces savoirs, se soigner avec les plantes, utiliser ces variétés, et puis tout le monde sera libre de pouvoir les utiliser tant qu'il n'y a pas de brevet déposé dessus. Et puis ça ressemble un petit peu à l'approche open source, qui est décrite un petit peu dans la fin du livre, c'est-à-dire ce qui se fait pour les programmes informatiques, du software libre, c'est-à-dire que le programme il est développé, chacun est libre de l'utiliser gratuitement et librement et de le modifier, pour autant que les modifications qu'il effectue soient aussi disponibles librement pour tout le monde. Et puis ça, je pense que c'est un principe qu'on retrouve un peu. J'avais lu une fois un article où il disait que le software libre, c'était l'esprit des peuples indigènes dans l'informatique. C'est-à-dire que cette tendance à vouloir partager un maximum ses savoirs avec le reste du monde, pour autant qu'ils ne soient pas privatisés et brevetés, eh ben, on la retrouve aussi en Bolivie, cette volonté. Alors, il n'y a pas de mécanisme encore établi, ça reste encore au stade de l'embryon et de la réflexion. Mais c'est une piste assez intéressante qui se développe. Alors, il n'y a pas encore de résultats concrets. Moi, quand j'y étais l'année dernière, ils étaient en train de réfléchir à une loi de protection des savoirs traditionnels qui inclurait à peu près, en gros, les trois dimensions dont je viens de vous parler. Donc, déjà reconnaître le contrôle des peuples indigènes sur leur création et sur leur biodiversité et sur leur savoir. 2, établir des règles. Si des entreprises étrangères veulent venir les utiliser, elles doivent respecter certains critères et passer par certains cadres juridiques. Et puis 3, surtout, et ça je pense que c'est la partie la plus intéressante, lancer une politique extrêmement agressive de récupération des savoirs, de diffusion de ces savoirs et de ces variétés traditionnelles au sein même de la Bolivie.